Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Si ce genre de podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application podcast. Ça aide énormément pour le référencement et la visibilité du podcast et ça me permettra d'accueillir encore plus d'invités. Salut Alan, merci de prendre le temps de faire ce podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, alors évidemment, je donnerai toutes les informations pour les gens qui veulent te retrouver. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais dans la vie et un petit peu ton parcours par rapport au bodybuilding et à la préparation physique? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Alan. Sur les réseaux sociaux, j'ai le pseudo de Coach Finisher. J'ai 40 ans, j'ai commencé la musculation il y a une vingtaine d'années à peu près. À l'heure actuelle, j'ai coaché beaucoup de bodybuilders, beaucoup d'athlètes de haut niveau. Et à l'heure actuelle, je me dirige plutôt vers la perte de poids, l'obésité et les troubles du comportement alimentaire. J'ai encore quelques athlètes. J'ai fermé les inscriptions pour tout ce qui est préparation d'athlètes. Je me consacre à 3-4 athlètes. Et le reste de ma clientèle, c'est des gens qui veulent de la recomposition corporelle et revenir à des poids de forme. Et surtout, je gère aussi pas mal tout ce qui est obésité, troubles du comportement alimentaire. Je me suis un petit peu spécialisé là-dedans. À la base, j'ai des diplômes en biochimie, génie biologique. J'ai eu un DU en nutrition et puis après voilà, ça c'est venu comme ça. J'ai commencé la musculation par moi-même, hein. À l'époque, dans les années, il y a à peu près 20 ans, hein. Il n'y avait pas d'internet à cette époque-là, donc c'était la version old school un peu, hein. Ouais. C'était la première fois que je suis rentré dans une salle de musculation, c'était une salle de quartier où en gros c'était vraiment très 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 old school. C'était un petit peu en plus dans les banlieues, dans la banlieue parisienne. Et quand je suis arrivé là-dedans, j'ai vu des mecs monstrueux, énormes. Il y avait une équipe, je me rappellerai toute ma vie. T'étais où en banlieue parisienne? J'étais sur Clichy-la-Garenne, Okay. Clichy-la-Garenne. J'ai grandi là-bas. Et il y avait une équipe d'Algériens, ils étaient tous énormes. Les mecs, ils étaient tous à l'aise. Et en fait, je suis arrivé là-dedans un petit peu, parce que moi, là-bas, je viens du free fight. D'ailleurs, je fais toujours du free fight. Enfin, plus je combats plus, mais maintenant, je donne des cours de temps en temps de free fight et puis je m'entraîne pour moi. Mais en fait, je suis arrivé dans la musculation pour le free fight, pour monter les catégories dans le free fight. Et puis au final, j'ai pris le goût de la musculation. Et la balance free fight, musculation free fight, c'est équilibré. Et puis la passion a fait que le bodybuilding est arrivé et le free fight a diminué. T'avais fait du body pour prendre du poids, prendre de la masse musculaire ou Ouais. Bon, en fait, les clubs, à l'époque, nous, on s'entraînait en combat libre. C'était sous la fédération de Pancras. Il n'y avait pas encore. De toute façon, ça a été légalisé il n'y a pas très longtemps, mais c'était un petit peu underground, on va dire. Et tous les mecs, moi, je faisais 60 kilos à l'époque. Et tous les mecs étaient déjà plus costauds que moi. Ils avaient 10 ans de plus que moi. Et tout le monde me disait, t'es frêle, il faudrait que tu fasses de la musculation. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à la musculation. Voilà. Ok. Et j'imagine que t'as pas commencé par le free fight, t'avais une base, genre t'as fait des arts martiaux ou quelque chose comme ça avant? Alors, j'ai commencé à 16 ans par la boxe française. Ok, d'accord. Boxe française. C'est une bonne Voilà. école, hein, pour les distances et tout. Très bonne école. Super bien. Je m'entraînais à Clichy-la-Garenne, un club de boxe française qui est très réputé dans le monde, hein. C'est le club des Mézaches, des frères Mézaches. Ils sont super bons. Et puis, je me suis entraîné là-bas 2 ans. Et puis après, j'ai été attiré par le free fight. C'était à l'époque des premiers UFC. Ceux qui étaient bien sanglants. Ouais, Ceux qu'on voilà, se partageait sur les DivX à l'école. Exactement. C'est exactement ça à l'époque, voilà, où il y avait des judokas qui rencontraient des lutteurs et tout. C'était génial. Et Royce Et puis, Gracie voilà, qui tuait tout le monde d'ailleurs. Et Royce Gracie qui arrivait avec ses techniques de jiu-jitsu brésilien et qui tuait tout le monde. Et en fait, je suis arrivé là-dedans et j'ai fait plusieurs clubs en fait, hein, D'ailleurs, j'ai toujours pas arrêté, hein. Il y a encore l'année dernière, je m'entraînais avant le Covid. Mais maintenant, c'est 1 fois, 2 fois par semaine et encore plutôt 1 fois.
Mais avant, à l'époque, c'était 6 entraînements de muscu et 6 entraînements de combat libre. Ouais, ok. Et quand Bon, est-ce que tu j'étais as fait jeune, hein. une transition un peu plus vers le body et la culture physique? Alors, en fait, comment ça s'est passé? C'est que j'ai appris la culture physique un peu à la dure, on va dire. Parce que il n'y avait pas beaucoup de pédagogie dans le club où j'allais. Et en fait, la toute première année, j'ai eu accès qu'à une barre de développé couché dans le club. En gros, le pass pour accéder au reste de la salle, c'était une barre de 100 kilos au développé couché. Une répétition à 100 kilos au développé couché. Donc pendant 1 an et demi, j'ai fait que du développé couché. Jusqu'à temps que j'arrive à faire mes barres de 100 kilos, j'avais le droit à faire ça et j'avais le droit à décharger la barre des mecs. Voilà ce que je faisais. Ok. Voilà, ça a été le bizutage. Et en fait, c'était vraiment ça. Hein. À quel poids de corps tu as réussi à faire les 100 kilos alors? À 100 kilos, j'ai fait 68 kilos de poids de corps. Pas mal. Pas mal. À 72 kilos, je faisais 25 reps. À 100 kilos? À 60, ouais. Ah ouais. À 72 kilos de poids de corps. Hein. Ah ouais. Mais je faisais que ça. Hein. Ah mais c'est une belle perf. 25 reps. Ouais. Je pense pas que j'ai jamais. Ça. Non, c'est sûr même, j'ai jamais fait 25 reps au 100 kilos développé couché. Ouais. Mais par contre, j'avais que ça. Hein. Je faisais que ça. C'était 5-6 entraînements par semaine et c'était que du couché. Voilà. Et à partir de là. Et à partir de là, en fait, j'ai pris goût. J'ai pris goût à m'entraîner. J'ai vu que le corps changeait vite. J'ai vu que les perfs montaient. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai pris goût. En parallèle, j'avais des études de biochimie, donc j'apprenais un petit peu le fonctionnement du corps humain, je comprenais un petit peu comment ça se passait et tout. Mais j'ai toujours été dans l'impasse parce qu'en gros, là où j'ai appris la musculation, c'était l'école old school. Et il faut savoir que dans les années 80-90, les mecs mangeaient très peu de glucides, mangeaient beaucoup de lipides et mangeaient beaucoup de protéines. Et en fait, moi, j'ai grandi là-dedans. Ça veut dire que les glucides, c'était un peu l'ennemi. Et on mangeait beaucoup de lipides et on mangeait beaucoup de protéines. Et c'était l'époque old school. Et moi, en fait, j'ai appris comme ça. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des études et l'apprentissage de la biochimie, du fonctionnement du corps, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il manque quelque chose. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment comprendre comment un corps fonctionnait, les perfs ont explosé, le corps il a explosé. Et je suis monté rapidement à 85 kilos. Le regard des gens a commencé à changer. J'ai vu aussi que j'avais des compétences. En fait, au début, je coachais les gens de façon gratuite et totalement. Voilà, c'était le copain, le pote, tiens, fais ci, fais ça. Et j'ai vu que ça fonctionnait super bien. Et donc, en fait, ça a dirigé un petit peu mes études et ça a dirigé un petit peu ma façon de voir les choses. Et en fait, je suis rentré comme ça tout progressivement dans le coaching. Et ça s'est fait comme ça. Et toi, tu as fait de la compétition en body ou pas? Non, j'ai jamais voulu faire de compétition. Alors, j'avais préparé en 2015, je voulais préparer Colmar. Et puis, des événements de vie privée ont fait que j'ai pas pu. Et puis ensuite, on en parlera après. Je me suis toujours refusé à monter sur scène parce qu'il y a des choix que j'ai jamais voulu faire. Ok. Et voilà. Du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que t'as coaché pas mal d'athlètes body et que doucement tu transitionnais plus vers des gens qui sont pas forcément compétiteurs mais qui veulent être en forme, perdre du poids, etc. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement ou c'est quelque chose que tu voulais faire? Tu voulais avoir moins d'implication au niveau body? Tu peux me dire un peu pourquoi en fait? Alors, en fait, il faut savoir que j'ai toujours été en fait dans l'underground, en fait dans les backstage du bodybuilding. Donc j'ai préparé des bodybuilders, d'ailleurs qui sont encore sur le circuit. Ces bodybuilders-là ont eu des bons résultats, mais j'étais toujours en arrière-plan. D'ailleurs, pour tout te dire, je suis arrivé sur Instagram, non pas, c'est pas moi qui ai créé ma page, c'est Jérémy Blondeau qui a créé ma page. Ok. Parce qu'en fait, j'ai organisé en 2017 les IFBB France et je gérais la partie athlète.
la montée sur scène des athlètes, etc. Et j'ai rencontré Jérémy, qui m'a ensuite contacté plusieurs fois, où j'ai commencé à lui donner des directives. Et puis au final, il m'a dit, vu que ça se passe bien, est-ce que tu veux être mon coach? J'ai dit oui. Il me dit, mais moi, j'ai une page Instagram. Comment ça se fait que tu n'as pas de page Instagram? Je ne comprends pas. Et puis ça a commencé comme ça. Je lui ai dit, écoute, Jérémy, moi, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. J'ai toujours été un petit peu en dehors de ça. Alors, c'était la version un peu old school. Hein. Et puis il m'a dit, écoute, je te montre ta page Instagram et on voit comment ça se passe. Et puis ça, le coaching, en fait, c'est ouvert. En fait, c'est là que ça a commencé à se diversifier parce que toute ma partie bodybuilder que j'avais du bouche à oreille et au fur et à mesure des compétitions et des choses, ça c'est resté à peu près pareil. J'ai ouvert le coaching sur des athlètes comme des crossfitters, des rugbyman, des choses comme ça. Et au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mes posts, j'ai vu qu'il y avait une autre population de personnes qui arrivaient, notamment beaucoup de femmes, beaucoup de personnes en surpoids, en obésité. Et en fait, ça s'est fait naturellement. La transition s'est faite naturellement. Et je me suis rendu compte que la partie bodybuilding, il ne faut pas se voiler la face, la partie bodybuilding implique certaines choses qui font que préparer un athlète pour le bodybuilding, c'est non seulement extrêmement compliqué, c'est énergivore, incroyablement énergivore, consomme énormément de temps. Et tu es le meilleur des coachs quand tout va bien, quand le mec fait des super résultats, et tu es le coach le plus naze quand l'athlète ne va pas bien. Et en fait, moi, mon optique de vie a toujours été, comme tu disais tout à l'heure, la culture physique, c'est-à-dire la culture du corps. Et je suis toujours parti du principe qu'à partir du moment où on rentre plus dans les normes, on va dire, santé du corps, où on va chercher l'extrême, là, ça commence à me déranger un petit peu. Tu vois? Surtout que j'ai vu le bodybuilding évoluer dans le sens où on avait des physiques qui étaient bien sûr, on va pas se voiler la face, les mecs prenaient des choses, mais c'était quand même un peu dans la raison et c'était raisonnable, on va dire. C'était voilà. À l'heure actuelle, la partie bodybuilding et même chez les men's classiques, même chez les men's physiques, on voit que les choses ont évolué, mais de façon négative, à mon sens. C'est exponentiel et ça va trop vite. Et donc là-dessus, j'ai commencé à vouloir mettre un petit peu le frein là-dessus et à me diriger vers plus des gens qui avaient besoin peut-être un peu plus de moi aussi. Ça veut dire des gens qui ont un vrai mal-être, qui sont vraiment pas bien et qui, tu sais que ces gens-là, tu vas changer leur façon, tu vas changer leur vie de façon positive. Que tu vas pas changer leur vie, tu vas pas impliquer leur santé de façon négative. C'est ça qui a fait que j'ai basculé en fait. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis et justement par rapport au tu trouves en fait d'une certaine manière que le bodybuilding actuel et moi c'est aussi un peu l'impression que j'ai c'est que les gens sont plus portés sur quelles sont les molécules que je dois utiliser, quels sont les dosages que je dois utiliser et finalement tu vois beaucoup de gens qui prennent pas le temps d'optimiser ni leur training ni leur nutrition. Je vois des mecs enfin que tu connais, je vais pas forcément citer des noms mais qui sont connus pour être des préparateurs au top du top et qui suivent des Olympiens, etc. Et quand tu vois les diètes qu'ils fournissent, bah tu te dis genre c'est pas possible quoi. Genre ils optimisent rien, tout le monde a la même chose plus ou moins et tout se joue finalement en backstage au niveau des produits et malheureusement, quand tu regardes les résultats sur scène, quand tu regardes certains des Olympiades, bah ça fait pas rêver en termes de conditions physiques, ça fait pas forcément rêver en termes de physique. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a, enfin ça c'est mon avis, mais c'est pour ça que je te pose la question, qu'il y a un peu ce côté, bah comme tu dis, pas santé du tout, parce que ça se dirige un peu trop vers comment abuser des produits pour arriver à un certain niveau avant d'optimiser le reste, quoi, finalement. Bah, en fait, de par mon expérience, moi, je vois vraiment, et ça, on va dire, c'est dans 90% des cas. En gros, pour que les gens comprennent, qu'est-ce qui fait un bon bodybuilder? Parce que tout le monde parle de génétique, Ok, donc pour bien comprendre ce qui se passe quand tu gères un bodybuilder, par exemple, il faut savoir une chose.
c'est que on va parler de génétique, mais on ne va pas parler de génétique musculaire. On va parler de biochimie cellulaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que, bon, on va parler, tu as plusieurs catégories de bodybuilders. Tu as les mecs qui sont sur du niveau amateur, des mecs qui arrivent au niveau international, qui seront vite bloqués parce qu'il va leur manquer quelque chose. On peut pas, par exemple, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que tu ne changeras jamais les insertions musculaires d'un corps. Jamais. Ça veut dire que si le mec il a des mauvaises insertions, c'est comme ça. C'est ce qui va limiter une carrière amateur, d'une carrière professionnelle, d'un Olympien. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il faut comprendre que c'est toute une question. Excuse-moi, je te coupe, mais il n'y a pas que les insertions musculaires, il y a aussi sa carrure, son ossature, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais effectivement, bon, j'allais dire si t'as des clavicules courtes, il y a moins de chances que ça marche, mais bon, il y a quand même Phil Heath qui a des clavicules courtes, mais des insertions musculaires tellement phénoménales que finalement il s'en sort très bien, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. En fait, il y a certaines personnes qui seront bloquées, comme tu dis, par leur biomécanique naturelle. Moi, par exemple, je vais te donner mon exemple. J'ai toujours une très très grosse facilité à prendre des épaules, des bras, du dos. J'ai toujours eu un poids moyen un point faible sur les pectoraux. J'ai toujours eu un point fort sur les deltoïdes, sur les quadriceps, sur les ischios. Pourquoi? Parce que moi, j'ai les clavicules très larges. D'accord? Et en fait, j'ai un problème de mobilité au niveau de mes omoplates. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, il y a encore, je te dis, ça fait 10 ans vraiment que j'ai explosé des pectoraux parce que j'ai compris que j'avais pas cette mobilité d'omoplate, qu'il fallait vraiment que je trouve des astuces pour faire une rétraction des omoplates pour que la scapula se rétracte bien. Et en fait, j'ai oublié les charges. J'ai commencé à mettre moins lourd, j'ai travaillé plus à la sensation, mais bon, ça viendra. Et en fait, je suis content que tu parles de ça parce que c'est un truc dont on parle pas assez souvent. C'est souvent les gens qui ont des clavicules larges, ils sont étroits de profil, ils ont des cages thoraciques qui sont alors je vais montrer comme ça, mais qui sont plus comme ça. Et le problème, c'est que quand t'as une cage thoracique qui est comme ça et pas très ronde, comme tu dis, les omoplates, elles peuvent pas passer facilement autour de ta cage thoracique. Et du coup, sur les rétractions pour étirer ton pec sur des exercices de pec, c'est difficile. Et c'est aussi pour ça que il y a plein de gens qui se foutent les épaules en l'air, etc. parce que leurs omoplates bougent pas bien. Mais je suis content que t'en parles parce que c'est vraiment des problématiques que tu vois souvent. Et j'imagine que quand t'as réussi à trouver des astuces pour, soit j'imagine que t'as utilisé des exercices où tes omoplates pouvaient bouger librement, elles étaient pas forcément fixées ou bloquées contre un banc ou des choses comme ça. Et quand tu t'es focalisé sur bouger tes omoplates en même temps que tu travaillais tes pecs, t'as dû avoir des sensations meilleures et un recrutement meilleur de tes pecs. Ah oui, carrément. En fait, quand j'ai compris que, en fait, mais ça toujours, mais en fait, tu sais, ça, c'est l'héritage de mon apprentissage old school. Ouais. C'est faire du coucher, voilà, tu fais du coucher, de l'incliné, un peu de dips et ça y est, c'est réglé. Mais en fait, c'est pas ça. Ce serait trop beau. En fait, ouais, ça serait trop beau. Quand j'ai compris que moi, mes épaules, elles étaient extrêmement larges et que mes omoplates n'étaient pas mobiles, j'ai compris, mais ça m'a mis des années à comprendre ça. Mais en fait, Internet n'est apparu que dans les années 2000. Ouais. Donc nous, on a appris la musculation. On va en parler un petit peu après, ouais. Ouais, sur le monde du muscle, voilà, moi j'ai appris là-dessus. Ça, ils n'en parlaient jamais. Mais en fait, quand tu comprends que pour que tes pecs soient recrutés, il faut que tu descendes tes omoplates et que tu les rétractes pour que l'insertion du grand pectoral vienne dans le sens des fibres, tu exploses. Et qu'est-ce qui fait que tu exploses? C'est tous les mouvements d'adduction-adduction qui vont venir rentrer sur le sens des fibres. Et pour ça, tu as tous les travails de poulie, tous les travails aux haltères, tous les travails aux machines convergentes. Maintenant, il y a des machines qui sont exceptionnelles. Et voilà. Et en fait, on n'en a pas beaucoup en France, malheureusement. Non, ouais. Vous, dans le Sud, vous êtes déjà mieux. Ouais, on est bien doté. Mais en fait, il faut comprendre une chose. C'est que si tu connais bien la biomécanique ou la physiologie d'un corps humain, c'est à toi d'adapter ta posture sur la machine. Complètement.
Et ça, c'est hyper important parce que plus tu as de connaissances avec ça, ou plus tu développes en fait tes connaissances, que tu arrives à comprendre tes insertions personnelles, parce que ton physique, il est propre à toi, et des choses que tu mets en place sur ton entraînement, sur comment tu te places sur les machines, etc., sera spécifique à toi spécialement. Et peut-être que pour moi, ça fonctionnera pas exactement de la même manière. Et c'est pour ça que plus tu C'est as de ça. connaissances sur ton corps, plus tu sais comment recruter tes muscles correctement et effectivement deux personnes avec une biomécanique différente, des insertions différentes, des longueurs de segments différentes, vont pas pouvoir s'entraîner de la même manière pour avoir les mêmes résultats en tout cas. Ok. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ce que je dis aux gens, parce que tu regardes les physiques des années 60, 70, 80, les mecs, ils n'avaient pas de machine. Ils n'avaient pas de machine convergente. Ils n'avaient pas de toutes les machines qu'on a à l'heure actuelle. Et ils avaient des physiques Gros physique. incroyables. Pourquoi? Et là, je ne parle pas simplement de dopage, parce que les mecs, ils vont passer par la case dopage. Non, non, non. Les mecs, ils arrivaient à faire des physiques tout simplement parce que avec moi, une barre, une paire d'haltères et une poulie, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un physique. J'ai pas besoin de plus. Quand tu comprends déjà qu'un pec, tu peux le travailler comme ça, avec des haltères, tu peux pousser de cette façon, de cette façon, de cette façon, tu peux venir recruter ici. Tu as tout. D'ailleurs, c'est même pour les gens qui pouvaient pas avoir accès à une salle pendant le Covid. Ce que je disais, c'est vous avez besoin d'élastiques, d'haltères et d'une barre et d'une cage à squat et vous avez quasiment votre salle. Simplement, il faut savoir créer le mouvement qui va venir développer ton muscle et pas copier le voisin. Exactement. Les machines, c'est plus finalement une facilité et quand t'es blessé ou des choses comme ça te donne quand même des alternatives et un luxe en fait. Mais effectivement, c'est pas forcément nécessaire. Du coup, pour revenir à ce que tu disais, parce qu'on a pris une tangente là sur la biomécanique par rapport au, tu parlais des bodybuilders et que certaines personnes étaient plus favorisées que d'autres en termes de physique et de génétique, que ça soit en termes de biomécanique, mais aussi en termes de comment ils répondaient finalement à la chimie, quoi. Ouais. Alors, pour en revenir à ça, il faut comprendre en fait la base. C'est que les meilleurs athlètes du monde, que ce soit même dans le vélo, dans tout ce que tu veux, il faut comprendre une chose, c'est que le dopage, il est partout. Partout. Ceux qui disent le contraire, ils se voilent la face, c'est tout. Le dopage, il est partout. J'ai préparé des rugbyman qui étaient dopés. J'ai même préparé des mecs qui font du curling. Qui étaient dopés? Non. Dopés. Avec des bêta-bloquants. Ah, ok, pour le stress. Avec des bêta-bloquants. Pour le stress. Ok, d'accord. Bon, voilà. J'ai même à l'heure actuelle, je peux te le dire, des chirurgiens qui prennent des bêta-bloquants. Ok. Quelle est d'après toi, justement, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, quelle est ton expérience par rapport aux effets des bêta-bloquants sur le physique? Alors, il n'y a aucun effet sur le physique. C'est tout sur le système sympathique et parasympathique, c'est tout. Et beaucoup plus sur le système sympathique. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait potentiellement, parce que j'ai lu un article de Lyle McDonald là-dessus, un impact des bêta-bloquants sur la perte de poids potentiellement, via le stress Moi, j'y crois pas parce que, en fait, alors toi, tu parles par rapport à la réponse du cortisol, c'est ça? Ouais. Moi, j'y crois pas parce que, en fait, le cortisol, il a toute sa fonction sur une perte de poids. Tu vois? En fait, le cortisol, les gens le diabolisent, alors qu'il faut surtout pas le diaboliser. Le problème, c'est s'il est présent tout le temps, toute la journée. Voilà, exactement. Ouais. S'il est présent de façon chronique dans ton organisme, d'accord? Sur, par exemple, une maladie, si par exemple, je te dis une bêtise, tu as la maladie de Cushing, tu vois bien que les gens qui ont la maladie de Cushing, ils ont un cortisol élevé toute la journée, ils sont bouffis, ils font de la rétention d'eau, voilà, tu vois bien que ça va pas. Ça, on parle quasiment de maladie, c'est une maladie, tu vois. Mais par contre, le cortisol, à certains moments de la journée, il est extrêmement important, notamment le matin, il est extrêmement important. Et d'ailleurs, le cortisol va mobiliser des graisses, des sucres. Et c'est là qu'il faut l'utiliser. Et moi, en fait, sur mes diètes et sur mes trainings, j'utilise le cortisol et l'insuline. Tu vois? Mais attention, je parle de façon endogène, de façon produite par le corps, pour libérer des acides gras.
Parce que le cortisol, par exemple, sur un cardio à jeun, il va être nécessaire pour aller mobiliser des acides gras, le cortisol. Tu vois? En fait, les gens le diabolisent alors qu'il est utile. Mais par contre, là, je te rejoins parfaitement, c'est que le cortisol, il est utile que s'il n'est pas constamment présent dans ton sang toute la journée. Parce que là, on va sur des fatigues surrénales et là, on passe sur autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que tu verras que beaucoup de gens très stressés ont beaucoup de mal à perdre du poids parce que le cortisol est haut toute la journée. Et en fait, le cortisol, tu as une sorte de feedback négatif entre ghrelin, leptine, insuline et cortisol, et tout ça se mélange. Et c'est ce qui fait que les gens ont du mal à perdre du poids, surtout en plus que ça va déréguler la thyroïde. Donc, ça, on en parlera peut-être après. On pourrait faire 10 heures là-dessus, tellement c'est passionnant. C'est clair. Et pour revenir au bodybuilding, du coup, au bodybuilding. Alors, tu parlais du dopage qui était présent absolument partout et que les gens sont un peu naïfs par rapport à ça, mais moi je me tue à le dire, quel que soit le sport, à partir du moment où les gens veulent être performants, à partir du moment où il y a de l'argent, même quand il n'y a pas d'argent comme le bodybuilding, les gens se dopent. Enfin moi j'en suis absolument certain à 100%, et c'est juste qu'ils utilisent des moyens pour ne pas être positif, mais c'est pas parce que quelqu'un n'est pas positif qu'il n'est pas dopé. Il y a plein de manières de se doper sans être contrôlé positif, et voilà où t'en étais. Moi, par exemple, si demain, tu me dis, coach, je veux me doper, mais j'ai une compétition dans un mois, tu ne seras pas positif. Ah bah oui, hein. Il y a plein d'esters courts, il y a plein de manières de s'en sortir. Ouais. C'est très, très simple. C'est extrêmement simple, mais bon, on n'en parlera pas ici, mais c'est extrêmement simple. Il n'y a aucun test à part vraiment sur un test sanguin où le mec va te faire une prise de sang, il va aller contrôler certaines hormones, certains récepteurs, certaines dégradations sur des dégradations, par exemple, de molécules comme la nandrolone ou des choses comme ça. Là, oui. Mais écoute, c'est quasiment... il y a des façons où c'est quasiment indétectable. De toute façon, par exemple, l'AGH, l'insuline, le microdosage de différentes molécules, des esters courts, il y a tellement de façons, les transfusions sanguines, à partir du moment où tu te merdes pas et que tu te fais pas injecter le sang de quelqu'un d'autre, tu t'en sors bien. Donc ouais, clairement. Et les dialyses post-préparation. Tu sais que les Américains sont dialysés. Ouais. Il y en a, ils vont loin, et je suis sûr qu'il y a des choses dont je suis même pas moi-même conscient de ce qui se passe. On en parlera peut-être un jour, mais c'est accroche-toi. Et du coup, tu parlais de ça tout à l'heure, un truc qui était hyper intéressant, c'est que, alors, toi, même avant moi, parce que t'es un petit peu plus vieux que moi, il y avait pas Internet quand t'as commencé. Moi, c'était vraiment les prémices, mais il y avait pas de grand chose sur le bodybuilding ou la préparation physique. Donc c'était un peu sur les livres et les magazines, comme tu disais. Et par rapport aux produits dopants, etc., c'était des choses que tu t'échangeais à la salle ou par tes connaissances, ou comment ça s'est fait par rapport à ça? Alors, je vais te dire vraiment comment ça se passait. Tu parlais de ça, tu n'avais pas au moins 5-10 ans de musculation, tu parlais de ça dans la salle, tu te faisais gifler. Ouais. C'était vraiment tabou. Moi, c'est l'expérience de... Moi, j'ai commencé à la salle de sport, je pense, en 2007, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, et déjà, à l'époque... c'était vraiment pas quelque chose dont on parlait. Tu voyais qu'il y avait des gros body, etc. Mais je pense qu'ils allaient pas t'en parler avant que t'aies un certain niveau, quoi. Ah, mais clairement, en fait, il fallait faire tes preuves. Et puis, déjà, il était hors de question que tu parles de ça dans une salle de musculation. Tu parlais pas de ça dans la salle de musculation. Et puis, de deux, tu n'avais pas accès à l'information. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Les mecs, ils faisaient leur truc de leur côté. Il n'y avait pas Internet. Donc, toi, quand tu regardais le monde du muscle ou Flex Magazine, tu pensais que tout ça, c'était atteignable naturellement. Donc, tu te butais à la salle. Tu pensais, oui, en mangeant du poulet, du fromage blanc, ça allait être comme ça. Bon, après, tu te confrontes la déception. à la réalité des choses. Quand ça fait 3 ans que tu le fais et que tu n'y es toujours pas. Moi, j'ai commencé à comprendre au bout de 7-8 ans. Quand j'ai commencé à atteindre mon potentiel, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Les mecs qui font 3 fois moins ma taille, ils s'entraînent 3 fois moins que moi. Comment c'est possible? Donc, mais encore, c'était pas encore. On n'en parlait pas du dopage.
Et il fallait vraiment faire tes preuves dans les salles. Hein. C'était pas que tu parlais. Jamais tu serais allé voir un mec en disant salut mec, tu peux m'avoir des produits ou tiens, tu prends quoi ? Tu te prenais une baffe. Hein. Tu te prenais une baffe ou tu te faisais sortir. Mais moi, là où j'ai appris la musculation, c'était hors de question que tu parles de ça. C'était un manque de respect incroyable. Ouais. Tu parlais pas de ça. Ouais, c'est vrai. Et bon, je suis pas toujours contre la rétention d'informations, tu vois. Je suis plutôt pour la circulation de l'information. Mais le problème, c'est que pour ces genres de sujets, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui et des mecs qui font 3 semaines de salle et qui font déjà leur premier cycle en se baladant sur les forums et en commandant leurs produits, c'est un peu triste malheureusement. Et du coup, t'as un peu après une expérience qui se rapproche de la mienne où t'as suivi pas mal d'ailleurs, je pense que t'as échangé pas mal avec des préparateurs américains, etc. Je crois qu'on avait parlé que t'avais échangé avec Chad Nichols ou des choses comme ça. Chad Nichols qui était le préparateur des gros champions des années 90, début 2000, Ronnie Coleman, Flex Wheeler, etc. Et du coup, c'était juste, tu t'allais les voir, tu leur posais des questions et par rapport à ça, t'as fait ta propre expérience. Comment t'as développé ton expérience par rapport à ça, par rapport au suivi de tes athlètes, etc. Vu que l'information était pas évidente, surtout à cette. En gros, je suis allé au culot, hein, parce que à l'époque, par exemple, Chad Nichols, il avait beaucoup moins de visibilité, donc il était beaucoup moins connu. Chris Aceto, c'était pareil, il était beaucoup moins visible. Il était toujours un peu dans l'underground, mais il était beaucoup moins visible que maintenant. Donc les mecs, ils avaient le temps de te répondre. Ils avaient le temps de te répondre, tu avais le temps de parler. Je parlais aussi avec des mecs en Californie, je parlais avec beaucoup de mecs. Ils n'étaient pas encore hyper connus. Par exemple, aussi, je parlais avec Greg Doucette. Greg Doucette, je lui parlais tous les jours presque. Avant qu'il soit extrêmement connu, je lui parlais presque tous les jours. T'as échangé avec Dan Duchesne ou non, jamais. Non. Okay. Et en fait, c'est là qu'on va atteindre la parallèle, c'est que par rapport à la biochimie des produits anabolisants, c'est que en fait, en échangeant avec ces mecs-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de formule miracle. Il n'y a pas de formule miracle. Il n'y a pas de potion magique. C'est bien parce que c'était exactement là où je voulais en arriver, c'est que toi et moi, on a pas mal d'expérience dans le milieu et les gens pensent encore qu'il y a, comme tu dis, une formule magique ou un mec qui détient la vérité, etc. Et quand tu croises toutes les données, quand tu croises tout ce que les gens font, etc., tu te rends compte que, comme tu dis, il n'y a pas de solution miracle. C'est beaucoup de travail. Et c'est pas parce que tu prends plus de produits ou que tu prends une combinaison de produits différents que tu as le match parfait, le combo breaker et que tout de suite tu deviens Mister Olympia, quoi. Et merci de le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui a du mal à passer dans dans l'approche du bodybuilding actuel, en tout cas, d'après mon point de vue. C'est exactement ça. Il faut comprendre une chose, c'est que en discutant avec eux, j'ai eu accès aux protos, j'ai eu accès aux diètes. Tu peux pas faire plus simple. La diète. Tout à l'heure, je parlais de Chris Aceto, en fait, quand je critiquais un petit peu la diète muffin, là. C'est presque du foutage. Tu reçois ça sur ton mail, tu te dis, le mec, il se moque de moi, il se fout de ma gueule. Ouais. Tu sais qu'à l'heure actuelle, je suis dans la même team que Morgan Ast, par exemple. Ok. D'accord ? Ouais. Donc, il faut savoir que c'est simple, mais si tu savais comment c'est simple, est-ce que tu crois que Chris Aceto, il te dit tu vas manger 200 grammes de riz plus. Non, il dit pas ça. Il dit tu avais combien de glucides ? Donc, on parle de glucides purs, hein. C'est-à-dire les glucides contenus dans l'aliment. Bah, coach, j'étais à 300 grammes. Et bah, tu mets 400 grammes. Voilà comment ça se passe. Ok. Voilà. Et tu m'envoies des photos et je vois où t'en es. Voilà, c'est ça. Et ce que je disais aux mecs, c'est que les protos, mais c'est du basique. C'est du basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les mecs, ils pensent faut mélanger ça avec ça, avec ça. Non. Ça, c'est de la connerie pure et dure. Il n'y a pas plus basique. C'est du simple. Une, deux molécules associées, boum. Pourquoi ? Parce que justement, je vais faire la parallèle, je vais t'expliquer par rapport à la parallèle de la biochimie. Il faut comprendre une chose.
Déjà, il faut comprendre de quoi on parle. Donc, on a parlé des insertions, de la biomécanique. Il y a des mecs qui sont plus doués que d'eux, tu vois, naturellement. Les mecs, tu les mets torse nu, ils ont déjà une belle structure, ils ont des belles insertions. Tu sais que les mecs, c'est bon, d'accord? Ensuite, il faut différencier les hyper-répondants. Ce que moi, j'appelle les hyper-répondants, des gens qui ne répondront pas à la chimie. À la chimie, on Ça veut est dire que tu d'accord. as des mecs… Ouais, Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu as des mecs qui ont une génétique assez exceptionnelle, mais qui répondent pas forcément au produit. Et du coup, qui ne répondent pas du tout. s'ils vont dans une voie professionnelle du bodybuilding, eh ben ils seront pas forcément avantagés par rapport à un mec qui a peut-être une génétique un petit peu en dessous au niveau de ses insertions, etc., mais qui répond extrêmement bien au produit. Eh ben, c'est exactement ça, Nevin. C'est exactement ça, parce que il faut comprendre une chose, c'est que les plus beaux athlètes que moi j'ai préparés, à part un en 2016 qui gagne les France, mais sinon, tout le reste, ils n'avaient pas une génétique exceptionnelle. Par contre, ils répondent, mais incroyablement. Il faut comprendre une chose, c'est d'ailleurs, il faut comprendre de quoi on parle. Dans le corps, bon là, peut-être qu'on va perdre des gens parce que ça va être un tout petit peu technique, mais Non, on va essayer de… tranquille. On va essayer de… Hein. C'est que les vrais sur le podcast. Il faut comprendre une chose. Ouais. Dans le corps, vous avez des récepteurs partout. Vous avez des récepteurs androgènes, des récepteurs à glucocorticoïdes, vous avez des récepteurs à minéralocorticoïdes, vous avez des récepteurs à la progestérone, aux œstrogènes, vous avez des récepteurs à la DHT, vous avez des récepteurs dans le corps entier. D'accord ? Ce sont en fait des serrures qui permettent d'ouvrir les cellules. D'accord ? Donc en gros, on est tous nés avec un capital génétique de récepteurs différents. Alors on peut travailler la sensibilité des récepteurs, mais on va dire que le capital, il est acquis, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand tu vas envoyer une hormone exogène dans ton corps, donc exogène, ça veut dire par voie intramusculaire, sous-cutanée, bon bref. L'hormone, elle n'arrive pas, elle ne circule pas dans ton sang comme ça, hop, hop, ça va dans le muscle et c'est réglé. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut comprendre que selon l'ester que tu vas utiliser, donc ça veut dire qu'en gros, l'ester, c'est la capacité de la molécule à s'étendre dans le temps, à être libérée de plus en plus. Par exemple, un ester d'énanthate va se libérer sur 7 jours ou sur 14 jours, un ester propionate sur 2-3 jours. Bref, tout ça, il faut comprendre qu'il y a différents esters. Mais le corps humain, lui, il ne comprend pas 14 jours, 7 jours, 8 jours. Il y a des gens qui vont libérer plus vite que d'autres. Il y a des gens qui vont métaboliser plus vite que d'autres. Et surtout, il y a des gens, il y a des corps qui ne vont pas accepter l'hormone exogène et qui vont, ce qu'on va appeler, par exemple, la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. C'est une hormone qui va neutraliser la testostérone avant qu'elle arrive dans les tissus. Donc, tu vas avoir, par exemple, chez certaines personnes qui ont des fortes concentrations d'albumine, des fortes concentrations d'SHBG, il va envoyer ce qu'il va vouloir. Il n'aura jamais totalement de 100% d'efficacité de la molécule. Parce qu'elle va être désactivée avant d'arriver dans les cellules musculaires. Donc déjà, il y a un premier bypass. Ça veut dire qu'il y a déjà un premier temps d'arrêt chez la personne. Donc, tu as plusieurs facteurs limitants. Tu as, par exemple, l'hormone, la SHBG. Tu as l'albumine qui va lier la testostérone et qui va désactiver une partie de la testostérone. Tu as les gens qui vont aromatiser énormément. Ça veut dire qu'à de très faibles dosages d'hormones, ils vont tout de suite faire de l'acné, de la gynécomastie, ils vont aromatiser quasiment la totalité de l'hormone qu'ils vont injecter. Tu as des gens qui vont convertir l'hormone, par exemple la testostérone, en DHT, donc ils vont perdre leurs cheveux. Et en fait, la fraction libre de la testostérone, donc la fraction active de la testostérone, elle va être très faible. Et donc, ces mecs-là, ils se disent, dans le temps, ah, mais je vais monter à 500 mg, 600, 700, 800, 1 gramme, 2 grammes. Ça fait zéro. Il ne se passe rien, à part que des effets secondaires. C'est-à-dire que tu as de plus en plus d'effets secondaires pour peu d'effets en termes de croissance musculaire. Voilà. En fait, tu vas saturer les récepteurs, tous les récepteurs, le peu de récepteurs que tu as à la base, tu vas les saturer. Et le corps, il s'arrête de grossir. Il n'y a plus rien qui se passe, tu n'as que des effets secondaires. Et plus tu vas mettre de produits, plus tu vas avoir d'effets secondaires et plus ça va être difficile de revenir. D'accord ? Ça, il faut comprendre ça. Déjà, ça, c'est au niveau sanguin. Écoute bien, ça, c'est au niveau sanguin. Donc,
ça passe dans le sang, bam, 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 bam. Mais après, ça va arriver dans la cellule. Et là, c'est encore une autre histoire. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, donc, il faut comprendre de quoi on parle. Toutes les hormones sont dérivées, les hormones exogènes sont dérivées d'une hormone que tout le monde produit, qui s'appelle le cholestérol. Donc, tu as 4 noyaux carbonés de cholestérol. Toutes, elles sont dérivées de ça. D'accord? Et après, c'est selon le groupe hydroxyle qui change, les liaisons hydrogènes qui changent, ou la 3 dimensions de la molécule qui change. Mais en gros, ça fait cholestérol, progestérone, testostérone et tout ce qui dérive. Et après, les dérivés de la DHT, les 19 Nord, voilà. Mais tout ça, ça vient du cholestérol. D'accord? Tout ça, c'est produit par le corps humain, par le cholestérol. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des cellules musculaires? Une cellule musculaire, on va dire, c'est un rond. Autour de cette cellule musculaire, tu as une bicouche lipidique. D'accord? Une bicouche lipidique qui va laisser pénétrer que les lipides, le cholestérol étant un lipide, la testostérone étant un lipide. On va franchir la barrière de la cellule de façon passive. Donc la testostérone rentre dans la cellule et elle va venir en contact avec des récepteurs qui sont à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul type de récepteur androgène. De mémoire, si je m'en souviens bien, c'est NR3C4 ou quelque chose comme ça. C'est toujours le même récepteur. Bon, bref, tu as un récepteur à androgène dans la cellule, mais là encore, ça va dépendre de ta génétique. Parce que tu as des gens qui vont avoir beaucoup de récepteurs androgènes et tu as des gens qui vont en avoir très peu dans leurs cellules. Et tu as des gens qui vont avoir plus de récepteurs à la DHT dans les cellules. À savoir que la DHT, par exemple, c'est beaucoup moins anabolisant que la testostérone. Ça a moins d'activité anabolisante. C'est pour ça que tous les dérivés de la DHT sont moins anabolisants. Et donc, c'est là que l'on revient sur la génétique. Ça veut dire qu'en gros, si tu es à blinde de récepteurs, la plus petite quantité que tu vas mettre, tu vas exploser. Et c'est là que la différence, elle se fait chez les individus. Tu vois le truc? Ça veut dire qu'un mec, je te dis une bêtise, il va mettre 200 mg de testostérone, il va prendre 15 kilos. Sans effet secondaire. Tu as un mec qui va mettre 200 mg de testostérone, zéro résultat, que des effets secondaires. Acné, perte de cheveux, gynécomastie, tout. Les mêmes, ils prennent la même chose. Il y en a un, il va exploser et l'autre, il va rien se passer. Et c'est là que la différence, elle se fait chez les athlètes de haut niveau. Et c'est pour ça qu'on parle d'élus génétiques. Parce que ces mecs-là, ils n'ont pas besoin. Bon, bien sûr, il y a des mecs, ils seront toujours dans l'excès, on le sait. C'est comme ça, il y a des mecs qui c'est abusé. Mais les mecs qui sont vraiment doués génétiquement, à des dosages moyens, ils te font 20, 30, 40 kilos de muscles. Tu vois, et c'est là que la génétique, elle va rentrer en jeu. Et le truc, c'est que sur le long terme, ils seront en meilleure santé. Et si tu es en meilleure santé, tu as un terrain qui est plus propice à prendre du muscle sur le long terme. Donc, encore une fois, tu es largement favorisé à un mec qui va devoir pousser, qui va se détruire la santé et qui finalement, qui va pas réussir à construire quoi que ce soit, quoi. Quand tu vois un mec comme Dexter, c'est hallucinant, quoi. Le mec. Voilà, un mec comme Dexter. Un mec comme Dexter, il faut partir du principe, c'est simple, hein. Ce mec-là, toute sa carrière, il n'a pas tourné à 4 grammes par semaine, c'est impossible. Impossible, il serait mort. Il serait mort. Il aurait son foie qui serait foutu, c'est sûr. Voilà, il serait mort. De toute façon, il serait mort. Il aurait fait, malheureusement, comme un Dallas McCarver, ou il serait mort. Il aurait fait une hypertrophie du ventricule gauche, il serait mort. Qu'est-ce qui se passe, ces mecs-là? Ils n'ont pas besoin d'envoyer des quantités énormes, les mecs. Ils n'ont pas besoin. Parce que les mecs, le moindre truc, ça boum, ça explose. Moi, j'ai vu des mecs, en 3 semaines, prendre 10 kilos. Ouais. 10 alors, kilos. Alors, c'est pas 10 kilos de muscle. Hein. Ouais. Non, voilà. Attention, les gens, il faut qu'ils comprennent une chose. Ouais, hein. Bien sûr. C'est que là aussi, il faut bien comprendre. C'est que quand on parle de poids acquis par les stéroïdes anabolisants, écoutez bien, moi, je vais vous dire tout de suite, hein, ne vous mettez pas de la poudre aux yeux. Hein. C'est que du glycogène, c'est que de la rétention azotée et c'est que de l'eau. D'accord? Ça pousse les muscles, ça pump les muscles, ça pousse le muscle, mais en aucun cas, vous faites de la fibre musculaire. Ça met énormément de temps pour faire de la fibre musculaire. Énormément de temps.
C'est pas 10 semaines qui vont te faire prendre 15 kilos et quand tu vas arrêter, tu auras 15 kilos de plus. Hein. Ça, c'est une utopie totale. Si sur les 15 kilos, tu as pris 500 grammes de fibres musculaires en 10 semaines, c'est que déjà, tu es doué génétiquement. Ouais. Parce que 500 grammes pour 10 jours, moi, je les prends direct. Tu vois, c'est déjà que tu es ultra doué génétiquement. Ouais, c'est clair. Et du coup, à cause enfin, en fait, ce qui te posait problème, c'était quoi? C'était que les athlètes que t'avais, ils voulaient plus ou ils avaient du mal à croire? Parce que t'as quand même ce côté où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire. Tu vois, par exemple, quand tu dis que Dexter, il a dû tourner à des dosages qui sont largement plus faibles que la plupart des gens pensent, ils ont du mal à le croire parce qu'ils disent ouais, mais moi je suis pas comme Dexter et pourtant je prends plus que lui, donc forcément c'est un mytho, etc. Alors qu'en vrai, t'as un autre exemple, Lee Priest. À chaque fois, il se fait insulter quand ils disent qu'il a pris, alors que en vrai, je pense vraiment qu'il était pas loin des dosages qu'il annonçait dans les magazines ou sur les forums, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il avait un physique qui était tellement exceptionnel que les gens arrivent pas à le croire. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est que juste ils ont une génétique qui fait qu'ils répondent extrêmement bien. Et c'est un peu frustrant pour les gens qui veulent se lancer là-dedans parce que bah ils répondent pas pareil et qu'ils peuvent rien y faire et du coup ils veulent pas voir la vérité en face et ils se disent non, c'est juste que les dosages sont plus importants et je vais essayer plus. Et finalement d'expérience, tu vois que bah ils y arrivent pas forcément avec des dosages plus importants, mais par contre ils foutent un peu leur santé en l'air, quoi. Donc est-ce que c'était un peu cette approche qui t'embêtait parce que t'avais des gens qui venaient te voir et qui disaient ouais mais moi j'ai envie d'être comme ça et qui te présentaient déjà leur protocole et t'étais genre ouais mais là il va falloir qu'on travaille sur le long terme et je peux même pas te promettre que tu vas arriver à ce niveau parce que si tu prends déjà tout ça, ça veut dire que bah potentiellement t'as pas la génétique qui fait que tu vas arriver là où tu veux arriver. Et aussi le fait que bah si tu pousses les gens à consommer plus, bah ça va un peu à l'encontre de ton éthique comme tu disais et du fait que bah tu les pousses vers une voie où toi t'aimerais pas aller toi-même et qui va détruire un peu leur santé sur le long terme, quoi. Mais c'est exactement ça. Moi, ce qui m'a gêné, c'est il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, alors les gens se fient aux photos, aux vidéos qu'on voit sur Internet. Et quand vous voyez les athlètes en vrai, même un mec physique international, c'est un monstre. Ah non mais j'ai vu qui est-ce que j'ai vu Raymond je sais pas quoi là C'est un monstre. il est monstrueux. Oh là là là. Moi, je l'ai vu en vrai. C'est un monstre. C'est un bodybuilder des années 80. Ah ouais. Ça, il faut bien le comprendre. C'est que quand vous voyez les athlètes en vidéo ou en photo, vous êtes très très loin de la vérité. Quand vous les voyez en vrai, les mecs, ce sont non seulement des génétiques extraordinaires, mais en plus, ce sont des monstres. Ça veut dire que ces mecs-là, hors saison, ils sont à 110 kilos. Ah ouais. Large. C'est vraiment des monstres. Les gens, tu vois Ryan Terry. Ouais. Ryan Terry, tu le vois en vrai, hors saison, c'est un monstre. C'est marrant parce que Ryan Terry, je l'ai trouvé, il est impressionnant, hein, il y a pas à dire. Mais c'est vrai que c'est peut-être parmi les men's physiques qui est un petit peu en dessous à l'extérieur parce qu'il arrive tellement avec une condition physique. Mais bon, ça fait un moment parce que moi je l'avais vu, je crois que il était au salon. En plus, il y avait personne qui lui parlait. C'était au salon du fitness et ça devait être 2017, je crois. Et il était là tout seul. Et j'ai fait mais c'est pas possible et tout. Donc je suis allé taper la discute avec lui. Et ouais, j'ai fait une photo avec lui à côté, bah forcément il est plus gros que moi, mais je trouvais qu'il était pas aussi impressionnant que d'autres men physiques que j'avais croisés. Par exemple Steve Cook que j'avais vu peut-être 2 ans auparavant, en 2015 à Body Power ou 2016 à Body Power, qui m'a mis une claque. Il avait je suis arrivé à Steve Cook de côté, j'ai vu ses biceps de côté, j'ai halluciné. Je fais c'est pas possible. Incroyable, bah ouais. Et pourtant quand tu le vois en photo, tu te dis il est musclé. Ouais. Mais il est pas extrêmement musclé, mais quand tu le vois en vrai, ouais, laisse tomber. Et Ryan Terry, hors saison, il fait mon poids. Il fait 97 kilos. Ouais. Et il fait 1m75 ou 1m76, quoi. On fait même poids, même taille. Même poids, même taille. Et moi, les gens, quand ils me voient, ils me disent « Oh, t'es un monstre !» Non. Comparé, moi, j'ai un physique de classique physique amateur, de men's physique. Mais j'ai pas un physique. Les gens ne se rendent pas compte des bodybuilders. Les mecs, ce sont des monstres. Moi, je te dis, je suis avec Morgane.
Tu vois Morgane sur scène, c'est déjà incroyable. Mais tu vois Morgane dans la vraie vie, J'imagine même tu pas. pètes. Non, mais tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Ça veut dire, c'est là que tu comprends la génétique. C'est là que tu comprends vraiment la génétique. Tu vois les insertions, tu vois les tendons, la taille des tendons, la taille des poignets, la taille des épaules. Tu vois la technique des mouvements. Tu vois tout c'est fait pour. C'est du produit brut conçu pour ça. Ils sont faits pour ça. C'est comme ça. Tu peux rien y faire. Et c'est ce qui va différencier un Olympia d'un international, d'un amateur et d'un mec qui n'arrivera jamais à atteindre un niveau incroyable, même s'il se met 4 grammes dans les fesses tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et Morgan Haas, c'est une condition physique assez exceptionnelle pour le New York Ouais, Pro. Enfin, de toute façon, toutes ces dernières ouais. compétitions, là, j'étais assez halluciné sur la condition Surtout sur physique. le ratio poids de corps, Il a dû en chier. taille, il en a chié. Ouais, ouais. Je voulais parler aussi un petit peu avec toi. Alors c'est une tangente un peu différente, mais tu sais que j'essaye de produire un petit peu de contenu sur les blessures, etc. Et je sais que tu as eu quelques pépins au niveau de ton triceps, mais je crois que tu as eu d'autres trucs aussi. Tu peux nous dire un peu les soucis que tu as déjà rencontrés via ta pratique, si c'était musculation ou si ça venait du fight ou des trucs qui ont été un peu problématiques? Ouais. Alors, blessure, bon, ce qui n'est pas du tout lié à la musculation. J'ai eu ce doigt-là, tu vois, le doigt, celui-là, mais ça, c'était quand c'est une blessure au couteau, mais ça, c'était dans le passé, on va dire. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la musculation. Concernant vraiment le sport, je me suis jamais blessé à la musculation. Jamais. Le biceps, en fait, je me suis désinséré le tendon du biceps distal, okay, donc qui vient s'insérer ici sur le radius, là. Je me suis détaché ce tendon-là. Sur un crochet? En fait, tu vas comprendre. Voilà, c'est exactement ça. Le matin, en fait, je fais un soulevé de terre, pronation, supination. Donc, ça veut dire cette main ici, comme ça, et la main ici, je ne sais pas si on voit, et la main qui vient verrouiller ici en supination. Donc, le côté où tu t'es arraché le biceps en supination. Ouais, exactement. Et en fait, c'était encore, comme je te dis, en version old school, tu fais un soulevé de terre sans les bandes, sans les mains, sans rien du tout, sans strap. Et puis, tu vas, mon coco, et tu lèves des barres de fou. Et donc, le matin, je fais un soulevé de terre très lourd. Et je le fais en supination, bien sûr. La supination, tu surexposes le tendon. Hein. Donc, le tendon qui est dans la gouttière, il vient frotter sur l'humérus. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'effiloche, hein, comme un élastique de caleçon. Mais j'avais des tendinites, mais on a tous des tendinites. Voilà, des tendinites ici, des épicrochlétiques. Voilà, on les a tous, ces choses-là. Et le soir, en fait, j'étais sparring d'un poids lourd. Je préparais un poids lourd en boxe anglaise et j'étais sparring. Il fallait que. Et le soir, mon coach, il m'appelle, il me dit oui, le poids lourd, il t'attend. Et je dis non, le coach de boxe, il me dit non, j'ai fait du soulevé de terre ce matin, je me sens pas. J'ai dit fais tourner un autre. Et il me dit non, on a besoin de toi, il prépare un combat, il faut que tu viennes, machin. Bon, j'y vais. Et en fait, on déroule et j'étais en kawaii parce que je savais que j'étais pas trop bien, il fallait que je sois chaud, bon bref. Et à un moment donné, sur un sparring léger, hein, vraiment sur un crochet du gauche, lui, il esquive, le crochet, il part dans le vide et j'entends le bras, il claque. Pop. Oh. Ah ouais. J'entends un bruit d'élastique et en fait, tout de suite, je perds de la force concentrique, tout de suite. Et je me dis, bon, tu t'es peut-être claqué le biceps, c'est bizarre, bon. Et j'enlève mon pull et je regarde mon biceps et en fait, mon biceps s'était rétracté, mais un tout petit peu. Et je me dis, bon, c'est peut-être un claquage, une élongation ou un gros claquage, ça saigne pas, on va aller faire une échographie aux urgences. Et là, je vais à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Bien sûr, là-bas, pas le temps, machin, il me faut une échographie, on ne sait pas, il y a trop de sang, on ne sait pas, il faut avoir. Bon, bref. Je rentre chez moi, le lendemain matin, je me lève et là, je vois du sang partout. Ah ouais. Et en fait, je vois du sang ici. Tu vois comme Antoine Vaillant un peu là, qui s'est claqué il n'y a pas longtemps. Ouais, malheureusement. Ouais. Voilà. Donc, je vois du sang qui part de là, d'accord, sur le biceps qui part de là. Et je me dis, bon, le biceps, il n'est pas trop remonté. C'est peut-être vraiment, avec un peu de chance, une déchirure musculaire, mais rien de méchant. J'ai rendez-vous pour un IRM 3-4 jours après, mais bon, il faut attendre 3-4 jours. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, je vois que le biceps, il remonte.
Il remonte, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Et en fait, il remonte jusque là à peu près. Et là, je vois tout mon bras là, plein de sang, plein d'hématomes en fait. Hein. Le sang avait coulé dans. En fait, t'avais l'impression qu'il était pas très remonté parce que t'avais l'hématome qui cachait, en fait, tu penses? C'est ça. Ouais. En fait, je pense que le tendon, en fait, le choc a fait que le tendon, il s'est pas rétracté totalement, mais au fur et à mesure que le muscle s'est inactivé, parce que j'avais le bras comme ça, le muscle est remonté dans l'épaule. Et donc, au final, c'était une désinsertion totale du tendon et j'ai été raccroché. J'ai eu 2 encres, donc ils ont fait une ouverture ici, une ouverture ici dans le pli du coude et ils ont rentré ici 2 encres. Ok. Et ce qui a été super sympa, c'est que en fait, j'ai demandé à faire une anesthésie locale et j'ai assisté à l'opération. T'es un caïd. Et t'as tout regardé? Oh non. Ouais, en fait, ils ont enlevé le champ opératoire et j'ai vu l'état de mon tendon, en fait. Et ben, je peux te dire que si je peux vous donner un conseil, hein, arrêtez le supination-pronation sur les soulevés de terre. On a le même conseil, c'est pas nécessaire. Parce que mon tendon, c'était plus que des filaments. Oh. Il a dû couper 10 cm de marge pour récupérer un tendon sain. Ah ouais. Et c'est marrant parce que quand je me suis coupé le bout du pouce, je l'ai juste, j'ai coupé mon pouce en 2. Et quand je me suis fait opérer, j'avais aussi demandé à pas faire une opération, une anesthésie générale. Et du coup, ils t'ont mis aussi dans l'artère sous le bras, non? J'imagine, l'anesthésie locale. Ouais, moi, ils m'ont mis ici et ils m'ont mis ici dans la nuque, là. Et ils commencent l'opération, etc. Et je me réveille en salle opératoire, en post-opératoire. Je suis dégoûté. Je fais, mais pourquoi vous m'avez endormi? J'avais demandé pas endormi, etc. Et la nana m'a dit que, en gros, ils étaient allés un petit peu fort sur la kétamine. Et en fait, ça m'a fait blackout. Je me rappelle absolument pas de l'opération. Alors que d'après le personnel soignant, j'étais conscient pendant l'opération, mais je m'en rappelle absolument pas. Et ils m'ont certifié que c'était pas une anesthésie générale, etc. Et j'étais dégoûté parce que j'ai rien vu du coup. Enfin, peut-être que j'ai vu, mais je m'en rappelle pas du tout. Le cerveau, il s'est mis en off. Et c'est du même côté que tu t'es fait et par rapport au biceps, aujourd'hui, t'es à 100% ou t'as encore... Biceps 100%, j'ai récupéré 100%. Et triceps... D'ailleurs, le biceps est plus solide du côté opéré que du côté pas opéré. Ouais. Par rapport à quoi tu dis ça? Parce que en fait, moi, j'ai demandé à ce en fait, quand il te réinsère, il faut comprendre une chose, c'est que quand le tendon, en fait, il vient coiffer à la base, d'un point de vue génétique, il coiffe l'humérus. Ouais. Là, en fait, le tendon, ce qui permet la supination d'ailleurs. Voilà, ce qui permet. Et en fait, quand il te le réinsère, il y a une partie qui vient coiffer et une autre partie qui rentre dans l'os carrément. Il perce l'os. Et en fait, ils mettent 2 encres comme ça à l'intérieur et donc ça te fait un biceps super solide. Ok. Voilà, c'est tout ça. Et le triceps, tu te l'es fait du même côté ou de l'autre côté? Et le triceps, en fait, c'était il y a 2 ans maintenant. Alors le triceps, c'est moi qui ai fait le con, voilà, parce que passionné, parce que voilà, ça faisait longtemps que je traînais des tendinites. Tendinite. Et en fait, je continue à m'entraîner sur les tendinites. T'avais pas envie de lever le pied, quoi. Ce qui est un peu souvent le problème, quoi. Ouais. Tu vois, et d'ailleurs, on va en revenir après, justement, sur les conseils. Et en fait, je mettais des coudières pour masquer, pour coller le tendon, le tendon collé au crâne pour que, justement, je puisse tolérer les douleurs et tout. Mais bon, en gros, pour t'expliquer simple, il y a 2 ans, j'ai assisté à une agression en direct. Et en fait, pendant l'agression, j'ai été pris à partie. Il a fallu que je me défende. Et au 3e coup de poing, le triceps, il a lâché. Ah ouais, ok. C'est marrant parce que moi, j'ai un pote qui s'est fait le biceps pendant une altercation comme toi. Enfin, pas comme toi parce que lui, il a percuté, mais je pense qu'il a percuté avec le bras tendu, tu vois, et le biceps a lâché aussi complètement sur la partie distale. Ouais. Et en fait, moi, alors moi, ça a été un petit peu compliqué parce que
Ça, c'est une blessure que tu retrouves que chez les personnes âgées ou chez les gens qui tombent bras tendus comme ça, Ouais, derrière. en hyperextension. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 faisceaux du triceps. Il y a il y a la portion longue, portion courte, et il y a le faisceau médial qui vient s'insérer sur l'os en dessous du triceps. Tu vois? Et en fait, c'est cette partie-là qui est complètement rompue. Ah, ok. Mais ça, à l'IRM, tu peux pas l'opérer, en fait. et en fait, tu peux pas l'opérer. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été opéré. Mais il faut savoir que ça a été diagnostiqué 6 mois, voire 8 mois après la blessure. Ah, c'est pas Parce qu'en facile fait, à voir. sur les IRM, non, très difficile à voir. Très, très difficile. Et donc, ils ont évalué le bénéfice-risque. J'ai vu 6 chirurgiens. Et en fait, le bénéfice-risque de l'opération était désavantageux. Ça veut dire que, vu la taille de mes bras et vu la musculature que j'avais, la meilleure décision était de faire l'impasse sur cette partie du triceps et de ne pas aller ouvrir parce que pour eux, il y aurait plus de risque de réinsérer ce tendon dans l'olecrâne parce qu'en fait, en gros, vu la taille, ça allait repéter un jour. Et comme ils me disent, il vaut mieux se faire une rupture complète. Ouais, c'est toujours le cas. Dans ce cas-là, ouais. On vient réinsérer complètement et qu'une rupture partielle, et dans ce cas-là, c'est plus problématique, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je dis aux gens, si vous faites une rupture partielle, ça vaut pas le coup de se faire opérer. Ouais, parce que ça, comme tu dis, la réinsertion d'un tendon, les gens comprennent pas que ils sont obligés de prendre le tendon, faire un trou dans l'os, mettre une cale à l'intérieur de l'os parce que l'os il est vide en fait, donc c'est ce qu'ils viennent de faire, ils te mettent un truc à l'intérieur de l'os et ils te font un quart de tour et après ils espèrent que ça tienne, etc. Mais ouais, c'est toujours des opérations qui sont un petit peu compliquées et j'imagine qu'en fonction du chirurgien que t'as aussi, qui comprennent la dynamique, qui est aussi conscient des tensions que tu vas mettre dessus, parce que les mecs, les chirurgiens, ils sont pas toujours conscients quand ils sont pas avec des sportifs que bah après tu vas essayer de bencher 120 kilos et que bah faut que le truc il tienne correctement quoi. Ok, bah merci d'avoir échangé par rapport à ça. Et du coup là, esthétiquement, j'imagine que ça doit pas faire une grosse différence là, si c'est la partie médiane du triceps. Alors, en fait, si, parce que je sais pas si tu vas pouvoir voir, mais ici, là, j'ai un trou. Là. J'ai un trou où je peux rentrer quasiment mon doigt dedans, tu vois. Ah, ok, d'accord. Qui va avec la déchirure, en fait, c'est le secteur myotendineux qui a lâché et il y a une partie du muscle qui a lâché dans le même temps. Donc, si je fais un double biceps de face, ici, là, j'ai un trou, tu vois. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, j'ai une perte... j'ai quand même une perte de puissance aussi. Bon, ça, on en parlera peut-être plus. En fait, c'est une perte de puissance, mais c'est aussi, il faut comprendre que le médial, il va venir jouer un rôle de fixateur du coude. Ouais. Et donc, quand j'ai le bras tendu, j'ai le coude qui fixe pas, qui fixe mal, on va dire. Parce que, donc, c'est pour ça que je porte des coudières obligatoires. Sinon, j'ai le bras j'ai le coude qui dévisse, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Tu parlais des conseils, il y avait des trucs dont tu voulais parler en particulier? Ça c'est extrêmement... Alors ça, c'est vraiment de mon expérience à moi. Ouais. Ce que je conseillerais toujours aux gens, quand vous avez une blessure, si vous pouvez éviter l'anesthésie générale, évitez-la toujours. C'est plus de risque. Ouais. Voilà. Parce que déjà, il y a le risque. Et de deux, après, je parle pour les gens qui sont sportifs. Hein. Pour les gens qui sont passionnés de sport et qui veulent récupérer vite. Il faut savoir que quand vous avez du produit anesthésiant sur l'anesthésie générale, il va rester très longtemps dans le sang. Donc, vous avez la solution de boire beaucoup, mais tout le processus qui va faire que le corps va devoir évacuer, parce que c'est un poison à la base, hein, va devoir évacuer ce poison, c'est le temps qu'il ne va pas utiliser pour venir réparer votre corps. Donc, il faut savoir que sur un processus de guérison, vous perdez facilement 10 jours déjà. Vous perdez déjà 10 jours de cicatrisation. Vous allez voir, tous les gens qui ont été opérés, tu verras, je te ferai un parallèle après, en anesthésie générale, ils ont beaucoup plus de mal à récupérer sur le tissu cicatriciel. Ils récupèrent beaucoup moins vite. Donc, si vous pouvez déjà éviter l'anesthésie générale, faites-le. Deuxièmement, et ça, c'est la plus grosse des erreurs que je vois, gardez votre nutrition. Ouais. Gardez votre nutrition. C'est justement là
qu'il faut faire le plus attention à votre nutrition. Moi, écoute bien, j'ai été opéré en même temps qu'une personne qui était en surpoids. On était tous les deux au bloc. D'accord? On est passé l'un après l'autre. Lui, il a eu anesthésie générale, plus son surpoids et la consommation de graisse trans et de produits transformés. Il a récupéré son biceps en plus d'1 an. Donc, ça veut dire une force excentrique, concentrique en plus d'1 an. C'est beaucoup. Moi, en 2 mois et demi, je prenais des haltères de 5 kilos. Ouais. Pourquoi? Parce que après une opération, il faut comprendre une chose, c'est que le bistouri, il a créé de l'inflammation partout. Ah ouais. Il faut régler cette inflammation absolument. Pour régler cette inflammation-là, il faut éviter les aliments transformés, éviter les graisses saturées, éviter dormir bien, éviter le stress, prendre une bonne alimentation riche en fibres, en graisses polyinsaturées, en oméga 3, manger sainement, équilibré, et vous verrez, vous allez cicatriser beaucoup plus vite. Quand tu dis éviter les graisses saturées, tu les évites de manière générale ou tu fais en sorte qu'il y a quand même un apport au niveau de l'alimentation? 5% à peu près. 5%, pas plus. 5% du total calorique total? Ouais. C'est ce que tu fais généralement? Ok. À peu près, ouais. Et je l'apporte que sur des viandes. Je l'apporte que la calette de viande un peu grasse. J'ai de l'huile de coco, hein. Mais l'huile de coco, graisse saturée, mais elle va être utilisée d'une façon différente. Vu que c'est une chaîne moyenne, elle va pas être utilisée pour faire des triglycérides ou du cholestérol. Elle va être utilisée directement par la cellule comme carburant. Tu vois? Ouais. Moi, le but, c'est pas d'utiliser comme carburant parce que moi, je suis fan des glucides. Tout le monde pourra te le dire. Okay. Toutes les diètes que je fais, elles sont on en reviendra après, mais elles sont très riches en glucides. Et donc, mon but, c'est pas que le corps utilise l'huile de coco comme carburant, je m'en fiche. Je veux vraiment que les huiles servent pour la fonction hormonale et pour les lipides des cellules. Tu vois? Ok. Et donc, j'utilise 5-10% de graisses saturées, d'ailleurs, qui ont une importance extrême. Qui découlent de ta consommation de protéines ou de produits un peu plus gras. Quoi. Ouais, okay. Ça vient s'inclure en fait sur une diète, j'en rajoute pas de façon en plus. C'est juste ça rentre dans mon alimentation de tous les jours. Ok. Et bah, tu sais quoi, on va faire la première partie là et ouais. La deuxième partie, on va enchaîner sur tout ce qui est nutrition, etc. Du coup, je posterai sur Instagram sans doute pour demander aux auditeurs de poser les questions qui veulent qu'on aborde dans le prochain épisode, si t'es chaud pour faire un prochain épisode, évidemment, mais avec plaisir, c'est exactement ce que je pensais, c'est que là, j'ai fait même pas 1/10 des questions que je voulais te poser et on est déjà à bien plus d'1 heure. Donc, va falloir qu'on se refasse ça. C'est toujours un plaisir d'échanger avec un autre passionné qui a en plus beaucoup d'expérience et un vrai vécu au sein de la musculation, de la nutrition, etc. Donc, encore une fois, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de faire ce podcast. Il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est si tu avais un seul conseil à donner aux gens, ça peut être n'importe quoi, qu'est-ce que ça serait? Ce que ça serait, c'est comme dans tous les sports, de la musculation, ça s'apprend. Apprenez la nutrition, apprenez la technique d'exécution et apprenez votre biomécanique à vous, pas à votre voisin, pas au mec que vous adorez, pas à votre idole. Comprenez comment votre corps fonctionne, comment votre biomécanique fonctionne, comment votre nutrition fonctionne. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez exploser. Très bon conseil. Continuez à apprendre. Je pense que pour la nutrition, c'est aussi pas mal de faire appel à quelqu'un qui a pas mal de connaissances comme toi pour les aider dans cette démarche, parce que parfois c'est pas toujours évident quand on n'a pas forcément les chances d'apprendre à se connaître soi-même. Et et effectivement pour les techniques, pour la biomécanique, c'est primordial. Ça, par rapport à ça, je recommande aux gens d'essayer de se filmer un maximum, parce que c'est pas toujours évident
de se voir d'un point de vue extérieur et de se comparer. Et quand tu te filmes avec différents angles, etc., on s'en fout de ce que les gens y pensent à la salle. Si vous avez envie de vous filmer, vous vous filmez et vous essayez de voir comment vous placez, comment vos insertions, surtout quand vous êtes sec, comment tout se comporte pendant que vous faites des exercices. Et moi, je trouve que ça donne quand même beaucoup d'informations sur justement, comme tu dis, notre biomécanique et comment on fonctionne et voir potentiellement les erreurs qu'on fait ou quand on pense recruter un certain muscle sur un exercice, en particulier sur les pecs, parce que je pense que c'est un exemple phare d'un groupe musculaire où tu as des gens qui le développent vraiment facilement et des gens comme nous qui ont un petit peu plus de mal et où il faut s'attarder un petit peu plus sur les techniques d'exécution, les positionnements, etc. Le fait de m'être filmé pas mal par rapport à ça, ça m'a beaucoup aidé en tout cas de voir mes trajectoires au niveau de mon numérus, etc. Et de la rétraction d'omoplate, de la placement de ton épaule, etc. C'est des choses qui aident énormément, je pense. C'est ce qui permet aussi de durer et d'éviter les blessures et de faire l'étoile filante. Ça veut dire qu'on est bien, et tout d'un coup, tu dégringoles parce qu'on a une blessure. Comprenez aussi une chose, c'est que un muscle ne comprend pas une charge. Un muscle n'a pas de cerveau, il ne sait pas ce que c'est un poids. Ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas recruter ton muscle. En fait, le poids, c'est un outil. Il va juste servir à venir créer un stress sur le muscle et à venir déchirer de la fibre. Si tu lèves un poids qui n'active pas ce muscle et qui ne crée pas de tension et de tension musculaire, tu peux lever toutes les charges du monde. Tu peux être l'homme le plus fort de ta salle, torse nu, musculairement, tu seras bidon. Tu seras zéro. Appliquer de la tension sur le muscle sur lequel vous voulez en appliquer. C'est muscle. Un muscle n'a pas de cerveau. On va finir là-dessus. Alan, merci beaucoup. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci encore pour ton temps et à bientôt. À bientôt, Nevin.